Alors, en cursus normal, il y a la première année de médecine, plus donc on peut doubler, plus 5 années de pratique. Ça fait 6 ans. Et donc, moi, j'ai fait 3 ans de licence qui équivaut à une année de médecine, puis je suis rentrée en dentaire. J'ai fait les années précliniques, la deuxième et la troisième année en un an. J'ai pas dédoublé. Euh, donc ça fait 5 ans. Là, j'ai fait ma quatrième année, ça fait 6 ans. Ensuite, je double ma quatrième année, donc j'ai une deuxième quatrième année. J'ai deux cinquième années et deux sixième années. Donc il me reste 5 ans. Waouh. Ça fera 11. Je double parce qu'il y a les Jeux Olympiques dans 2 ans Oui. et que j'ai envie de me laisser la chance de pouvoir y arriver enfin, ne pas regretter de ne pas avoir pris plus de temps pour le judo, pour me reposer, pour être en forme. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez Vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Je suis avec Blandine Pont qui est judokate. Bonjour Blandine. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors Blandine, avant de nous expliquer ton parcours et ce qui fait que tu viens sur le podcast Allez Vas-y, on va démarrer par le maintenant, on va dire, traditionnel portrait chinois. Je te donne un mot et puis tu me dis celui qui te vient. Et puis si tu as envie de développer un petit peu, t'y vas. Sinon, on développera peut-être à l'intérieur du podcast. Si je te parle d'un lieu, quel serait le lieu que tu me dirais ? Je dirais le Japon, Tokyo, parce que c'est là où j'ai découvert l'essence même de mon sport et aussi là où je suis allée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en tant que partenaire. D'accord. Quand tu veux dire partenaire, ça veut dire quoi pour que les gens puissent comprendre ? Ça veut dire que j'étais la partenaire des sélectionnés olympiques pour leur réchauffement, pour leur entraînement, donc avant les Jeux Olympiques et pendant les Jeux Olympiques. Voilà. Ok, donc tu as participé à l'aventure de loin, mais tu étais dans le groupe et tu les aidais à performer. Exactement. Et puis donc du coup, je faisais partie, donc, enfin, j'étais au village olympique, donc j'ai pu voir de l'intérieur ce qu'étaient les Jeux Olympiques. Donc ça a vraiment été pour moi une expérience vraiment hors du commun. Génial, on en reparlera tout à l'heure dans le podcast. Si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait sucré, est-ce qu'il serait salé, lequel serait-il ? Alors moi, je suis très gourmande, donc les deux. Le pain au chocolat aux amandes pour le sucré D'accord. et la bruschetta tomate, basilic, ail et huile d'olive pour le salé. Ah, c'est hyper précis, j'adore, c'est Très cool. précis, mais quand on est gourmande, il faut. Ok. Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, ou les deux, ce serait quoi ? Ben, en dehors du judo et de mes études, j'adore l'art, le design. J'adore parce que ça stimule beaucoup ma créativité, j'apprends beaucoup de choses. Ça me sort un peu de ces deux mondes un peu trop terre à terre. Donc, voilà. Ok. Et si je te parlais d'une rencontre ou d'une personnalité qui te suit, qui te plaît, qui t'inspire, tu me parlerais de qui ? Dans le sport, je vais dire Eliud Kipchoge parce que c'est le marathonien qui a le record du monde du coup et qui a dépassé un peu les limites qu'on ne pensait jamais, qu'on n'aurait jamais pensé dépasser. Et c'est quelqu'un de très humble et de très ouvert envers les autres. Donc voilà, j'aime bien sa personnalité en dehors du fait que c'est quelqu'un de très fort dans son sport. D'accord. Et tu as eu l'occasion de le rencontrer ?
Pas du tout. D'accord, J'ai ok. regardé des reportages. Ok. Pourquoi pas, j'espère un jour. Peut-être à Paris 2024, on n'en sait rien, on en discutera dans le podcast justement. Eh ben écoute, on a passé cette étape du portrait chinois. Maintenant, je vais te laisser la parole et je vais te laisser nous expliquer un peu quel est ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené au judo. Et puis, comme on l'a dit un peu en off, de parler aussi du fait de faire son sport une activité, on va dire, numéro un. Hein. Elle te prend une grande partie de ton temps, mais tout en faisant des études à côté, et notamment des études de chirurgie dentaire, mais tu en parleras un peu plus. Donc, je te laisse la parole, je te laisse nous partager quel est ton parcours. Alors, je m'appelle Blandine Pont, j'ai 23 ans. Je suis née à Montpellier. J'ai commencé le judo donc vers l'âge de 4 ans Oh. parce que mon frère et ma sœur en faisaient et que j'étais une petite boule d'énergie. Donc, je les ai vite rejoints parce que je voulais faire un peu comme eux. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé le judo donc à Castelnau-de-Lez, c'est on va dire, une petite ville très proche une commune très proche de Montpellier, au club de Castelnau Judo avec Pierrick Lala. Et puis progressivement, comme j'ai adoré toujours, enfin j'ai eu très vite l'esprit de compétition. De fil en aiguille, je suis rentrée donc en sport-études en troisième, donc à Montpellier toujours. Je suis restée 2 ans au pôle espoir de Montpellier. Ensuite, je suis partie donc à Marseille, au pôle France pendant un an où j'ai été licenciée à l'OM Judo, l'Olympique Marseille Judo, Mhm. et où j'ai été entraînée par Bernard Soulian, qui est ancien champion du monde, aujourd'hui décédé, mais qui a été une grande personnalité dans ma vie, qui a eu un gros impact dans ma vie. Et ensuite, depuis donc 2016, je suis à Paris, donc à l'INSEP, à l'Institut national du sport et de la performance à Paris, donc dans le bois de Vincennes. Et je suis aujourd'hui licenciée donc à Champigny, au Red Star Club de Champigny, entraînée par Barbara Harel et Samizran. Voilà. Ok, alors on va revenir un petit peu sur certaines étapes. Quand tu as dit, donc c'est ton frère et ta sœur, hein, c'est ça, qui faisaient du judo. Oui. Tes parents, ils avaient quel rôle là-dedans? Est-ce qu'ils étaient eux-mêmes sportifs? Est-ce que ils t'ont mis au sport parce qu'ils ont vu que tu étais une boule d'énergie? Est-ce que il y a un lien particulier avec le sport du côté de tes parents? Alors, mon père particulièrement, qui lui a toujours fait du sport, qui fait aujourd'hui des marathons et qui est un ancien rugbyman, qui en fait nous a vraiment toujours poussé à faire du sport. C'était pas trop l'art, c'était pas trop la musique, c'était plus le sport, le sport, le sport. Donc, j'ai toujours fait 2 sports en fait en même temps, et mon frère et ma sœur également. Et j'ai commencé par le judo et au final, à côté, je faisais toujours un autre sport, mais le judo est resté vraiment tout le long, quoi. D'accord. Et quand tu Ouais. dis ton père était rugbyman, c'était à côté de son activité ou il était rugbyman professionnel? Quand il était jeune, il était rugbyman semi-professionnel, je crois. C'est ça. Et puis ensuite, bon, quand il a commencé à travailler, il a arrêté, mais c'est toujours resté dans son état d'esprit, quoi. Ok. Et aujourd'hui, donc comme tu le disais, il performe sur des marathons, c'est ça? Ça continue à être son petit dada? C'est ça, c'est son petit hobby. Il s'entraîne tous les jours. D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait pour s'entraîner tout seul après le travail. Mais nous, on va le soutenir quand il fait des marathons à Paris ou dans le sud. Enfin, voilà, c'est sympa. Je trouve que c'est courageux de continuer à faire tout ça enfin, avec l'âge, quoi. Voilà. D'accord. Et Mm. quand tu as parlé du fait que rapidement tu as performé, tu as eu cet esprit de compétition, ça se symbolisait comment quand tu étais jeune, cet esprit de compétition? Déjà, à l'entraînement, enfin, je me souviens quand je prenais les filles ou les garçons, mais surtout les garçons, en fait, je détestais perdre. En fait, je faisais tout. Enfin, j'étais une vraie teigne. Je me battais vraiment pour gagner, même à l'entraînement. Et je me souviens, une petite anecdote, quand je partais en compétition, mais j'avais peut-être 8 ans, et on partait en compétition interclub. Donc, c'est vraiment des petites compétitions entre les enfants. Et en fait, je me souviens que dans la voiture, je regardais par la fenêtre et je me disais, non mais allez, tu vas gagner et tout. Enfin, j'étais vraiment à fond dans la compétition. Je vivais pour ça, quoi. Alors que j'avais 8 ans, hein, donc faut vraiment précoce, on va dire, quoi.
Et ça me fait rire maintenant quand j'y repense. Et c'est un peu des points fondateurs, hein. On le sait aujourd'hui que c'est l'esprit de compétition qui fait aussi un peu cette différence. Alors des fois, les gens nous traitent de mauvais perdants ou autres quand on est dans ce schéma-là, mais c'est aussi ce qui fait la performance du sportif de haut niveau. Bah, je me suis rendu compte de ça. C'est vrai que en fait, moi j'ai toujours été comme ça, donc je me rendais pas compte, mais en fait, on est tous comme ça, arrivés à un certain niveau. Et du coup, on a un certain orgueil, on a entre guillemets, haine de la défaite. Et c'est ce qui fait qu'on a tout le temps envie de progresser, qu'on a envie d'être premier. Et c'est ça qui nous stimule, en fait. Ouais, Ouais. c'est un tempérament. Et c'est pour ça que c'est bien que tu le dises toi aussi, parce que je me rends compte que on est très peu tolérants, nous les spectateurs, on va dire en général, quand on voit un sportif faire un peu la tête. Et ouais, on va prendre ceux qui sont médiatisés. Si on prend Kylian Mbappé, quand on voit qu'il fait la tête sur un truc, bah oui, mais en fait, des fois, c'est parce qu'il n'est pas content de perdre, il n'est pas content qu'une chose se passe pas comme il l'a prévu. Je prends son exemple, mais je pourrais en prendre plein d'autres. Ça fait partie de la manière dont vous progressez en tant que sportif de haut niveau. Ben, j'ai envie de dire, déjà, c'est humain, dans le sens où on fait tellement de sacrifices pour arriver à performer, à briller, que du coup, quand ça n'arrive pas, eh ben, on est déjà énormément déçu et des fois, on a le sentiment que ça sert à rien. Donc, c'est ça qui fait que des fois, on tire une mauvaise tête après une défaite. Et puis, c'est aussi le fait que, ben, comme tout sportif de haut niveau, l'amour de la médaille et de la victoire, ben, c'est ça qui nous stimule. Donc, quand on l'a pas, forcément, il y a de la déception. Dans ton parcours, quand tu parles à un moment, bah, je bascule en troisième en sport-études, c'est quoi les déclics? C'est des premières victoires qui font que c'est des études qui se passent bien et on se dit, bah, après tout, on peut faire les deux. Enfin, comment on jongle avec tout ça? Euh, En fait, quand j'étais jeune, donc c'était en minime, je me souviens, je gagnais toutes les petites compétitions, enfin les compétitions régionales et interrégionales à l'époque. Mhm. Et j'adorais vraiment m'entraîner dur, j'adorais aller en compétition. Et je me suis rendu compte que si j'avais envie que ça continue, en fait, il fallait forcément passer par le sport-études parce que après on passe en cadet, puis en junior et puis en senior. Et ça ne suffit plus en fait de s'entraîner en club. C'est pourquoi ben, il a fallu s'engager dans cette voie, donc ce qui est sport-études. Et mon père m'avait dit, je veux bien que tu ailles en sport-études, mais à une condition, c'est que tu continues d'être aussi performante dans les études et que tu lâches pas. Ok, un bon équilibre entre les deux, la tête et le corps, on va dire, si on peut parler comme ça. Quand tu bascules sur l'idée d'aller à l'INSEP parce que tu vois que les résultats sont bons, comment ça se passe, la fille du Sud qui va à Paris, c'est peut-être un cliché, mais en tout cas, le fait de quitter son cocon familial quand on est encore jeune, comment tu l'as vécu, toi? C'était une période assez difficile parce que j'avais 16 ans, qu'à 16 ans, on n'a pas encore on s'est pas encore construit complètement sur le plan humain. Donc on découvre un peu la vie. J'avais pas trop d'amis encore sur Paris parce que je suis allée très tôt sur Paris par rapport à mes amis du judo. Mhm. Je quittais ma famille, je rentrais dans un nouvel environnement. Le temps ici est pas forcément très favorable. Donc c'est vrai que le tout ensemble, ça a été une année, la première année, j'avoue, très compliquée. En plus de ça, la première année, je me suis blessée, j'ai eu les croisés. Waouh. Donc vraiment, année très difficile, j'ai passé mon bac, mais en fait, ça m'a beaucoup servi pour la suite. Ok. Et dans cette année difficile, justement, il y a eu des moments où tu as eu envie de dire je lâche tout et je reviens en arrière. Ah bah oui, clairement. Ouais. Clairement. Ben, quand j'ai eu les croisés, je me suis dit, est-ce que je continue? Est-ce que ça en vaut la peine de se faire aussi mal Mhm. pour tout ça, alors que ça devrait être en fait à la base un plaisir, une passion, un kiff? Est-ce que ça vaut la peine de faire tous ces sacrifices, de subir toutes ces déceptions? À cet âge-là, en plus, on n'est pas forcément mature, on n'a pas forcément de recul sur les choses. Donc, oui, ça m'a bien sûr traversé l'esprit. Heureusement, j'avais ma famille. Et ça, c'est là où on se rend compte que la famille,
c'est le plus grand soutien, le plus grand support qu'on peut espérer avoir. Mhm. Et donc, c'est les partages avec ton papa, avec tes frères et sœurs, ta maman. Est-ce qu'il y a une discussion qui a été déterminante et dont un sportif qui serait dans le même schéma que toi pourrait se servir? Oui, oui, il y a eu beaucoup de discussions avec mon père notamment, parce qu'à ce moment-là, j'étais très proche de lui. Dans ces moments-là, on essaie juste de passer à travers cette période, d'essayer de ne pas déprimer, voilà, d'essayer de faire des choses qui nous font du bien. Et mon père dit toujours de prendre son mal en patience, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, c'est une mauvaise période, mais il y aura des jours meilleurs et qu'il faut être patient et que voilà, tout vient à bon à qui sait attendre. Donc voilà, c'était ça qui en ressortait. Et bon, j'ai été suivie aussi avec un psychologue, ça m'a fait du bien. J'ai pas de honte à le dire parce que je trouve que c'est très important d'avoir aussi ce petit moment à soi où on est capable de parler, d'extérioriser un peu tout ce qu'on a intérieurement. Après, il y en a qui en ont besoin, d'autres non. Ben, en tout cas, pour ma part, ça m'avait beaucoup aidé. Tu as raison, il faut vraiment dédramatiser ce recours au psy, entre guillemets, qui est encore vu comme ah, c'est que quand on va vraiment pas bien, etc. Non, des fois, on a juste besoin de pouvoir partager, de pouvoir échanger. Et bah, ces personnes-là, c'est leur métier, donc faut le dire. Et je suis très content que tu le dises parce qu'on a souvent tendance à entendre des discours pas très adaptés par rapport à ça. Donc, merci pour ce partage. Sur la blessure en question, ma question, elle serait de dire, bah, à 16 ans, c'était ta première grosse blessure, je suppose. Comment on appréhende la rééducation? Parce que on sait que quand on vieillit, etc., on commence à mieux connaître son corps, on sait où sont ses limites, etc. Quand on est jeune, enfin, on dit que ça va plus vite la rééducation. Comment toi, tu as abordé ça? Parce que, enfin voilà, à 16 ans, c'est la rééducation. On sait aussi qu'en plus, c'est de la structure. Je me suis dit, en fait, Blandine, il va falloir être sérieuse parce que là, tu vis une grosse blessure, mais fais en sorte que tu n'en vives pas deux. Donc, je me suis mis à fond. Je me suis dit, faut vraiment que tu fasses ta rééducation comme il faut pour que tu reviennes, que tu n'aies pas d'appréhension, que tu sois bien et que surtout tu sois en bonne santé. Parce qu'une blessure comme ça de 1 an dans une carrière, c'est long. Encore quand on est jeune, ça va, mais plus on va dans les années et plus c'est difficile de revenir à son meilleur niveau. Donc j'ai vraiment pris ça très au sérieux et j'ai tout fait pour que je revienne dans les meilleures conditions. Après, c'est une question aussi de... Enfin, c'était mon tempérament, en fait, de faire tout à fond et ça, je l'ai vraiment pris très au sérieux. Et dans tout faire, est-ce que ça passe aussi par de l'alimentation différente, de la préparation mentale, etc. Qu'est-ce que tu as modifié ou pas hein, dans ces éléments-là, par exemple, qui sont parallèles? Je me souviens que bon, bah, déjà, je faisais ma rééducation, je faisais la préparation physique pour garder toujours une certaine comment dire, qualité physique, enfin une condition physique, voilà, pardon. Et à côté, j'ai essayé de soigner ma psyché, c'est-à-dire de faire en sorte que je me sente bien dans ma tête. Donc, j'avais ma psy avec qui j'ai changé beaucoup. Je faisais des choses qui me faisaient du bien, que ce soit avec mes amis, ma famille. J'hésitais pas à rentrer dans le sud, même si ça me coûtait de l'argent, c'est ce que je faisais. Et puis aussi, je travaillais avec Claire Calmet, elle s'appelle, à l'INSEP, Mhm. et on faisait une sorte d'imagination de mes gestes au judo, de ma gestuelle au judo, une visualisation, pardon, de ma D'accord. gestuelle au judo, qui en fait me permettait de garder toujours un pied dedans, de répéter en fait intellectuellement mes gestes pour éviter de perdre mes automatismes. Et le cerveau est très bien fait pour ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de le répéter physiquement pour que ça soit intégré dans le corps. La tête est vraiment liée au corps et le fait de l'avoir travaillé pendant des mois, ça m'a permis, quand j'ai repris, de ne pas avoir tant perdu les automatismes que ça. Voilà. Et Claire, ce serait pas, alors dis-moi si je me trompe, hein, mais une danseuse ou quelque chose, j'ai entendu parler de quelque chose qui était testé à l'INSEP, c'est peut-être pas ça, hein, mais je ne sais pas si c'est ça. Si je crois qu'elle travaille avec la gym ou le milieu artistique, je me souviens plus très bien parce que ça remonte à maintenant
7 ans et que bon, je l'ai revu, mais de manière ponctuelle. Donc, oui, il me semble. Il me semble. Mais c'est une super idée que d'aller chercher à activer le cerveau. Il y a plein d'éléments qui permettent d'aller dans ce sens. Donc, une fois que ta blessure est réparée ou guérie, si on peut dire, c'est quoi les étapes suivantes en termes de résultats? Parce que tu avais 16 ans quand tu te blesses, tu arrives vers les années bac, etc. Comment tu te remets? C'est quoi les objectifs que tu te remets? Du coup, j'avais eu mon bac, donc mention bien, j'étais contente. Bac S, ouais. Et puis, donc, je voulais rentrer en médecine, donc j'avais pour objectif de faire la première année de médecine, mais du coup, par un autre système. Enfin, j'en parlerai après si jamais on en arrive là. Et j'avais pour objectif donc de performer en junior et surtout de me construire en fait pour les seniors, parce que les juniors, c'est bien, mais ce qui compte, c'est les seniors. Donc, je m'étais dit, tu prends le temps qu'il faut, mais tu reconstruis ton judo, tu te fixes des objectifs court et long terme, et en fonction de ça, tu travailles. Donc, j'avais commencé à travailler donc, à ce moment-là avec Bernard Toulian, en plus des entraînements à l'INSEP. Donc, on s'entraîne à l'INSEP 2 fois par jour, bi-quotidiennement. Et le week-end, je redescendais à Marseille parce que Bernard habitait à Marseille pour faire de la technique, donc en plus de mes entraînements bi-quotidiens. Ok, d'accord. Donc vraiment l'idée d'intensifier pour aller chercher une performance en senior. Oui, après, c'est pas intensifier, c'est plus apporter, construire des D'accord. choses pour l'avenir, pour construire sur le long terme. Je savais que ça me mettrait peut-être plus de temps de reprendre un peu à zéro les bases du judo, de mon judo, mais que finalement, ça m'apporterait sur le long terme. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai bien fait. Et c'est quoi justement en junior ou en senior les deux, trois résultats qui font que bah, ta carrière, entre guillemets, elle se propulse et on se dit, Blandine, il y a quelque chose à faire et elle peut aller plus loin. Ben, en junior, j'avais fait plusieurs podiums au championnat de France, une belle performance et qui me mettait en fait dans le bain senior alors que je n'étais que junior. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à être sortie à l'international sur les compétitions internationales senior alors que j'étais que junior. Et j'ai fait mes premiers résultats en senior. J'ai fait médaille de bronze au championnat d'Europe moins de 23 ans en 2020, en octobre 2020. Et ensuite, il y a eu le Covid. Le Covid a, comment dire, impacté les saisons, donc j'ai pas eu trop la chance de sortir parce qu'ils se focalisaient sur les filles qui allaient faire les Jeux Olympiques de Tokyo. Et j'ai fait mes premiers résultats en senior en 2021. J'ai gagné un grand prix et j'ai fait 3 médailles en grand chelem. Donc c'est comme au tennis, pour faire la comparaison. Roland Garros, voilà. Ouais, c'est des tournois un peu marqués, entre guillemets. C'est des tournois très importants. C'est des tournois qui sont un tournant dans une carrière. Et qui permettent surtout d'aller chercher des sélections pour les championnats officiels. Ok. Et les gens qui te connaissent pas et qui te voient pas, ils auront peut-être vu la photo, mais au judo, il y a des catégories. Dans quelle catégorie, toi, tu combats? Alors, ma catégorie de poids, c'est moins 48 kilos. Et par contre, comme dans tout sport à catégorie de poids, ben, on est toujours au-dessus du poids. Et donc, à chaque compétition, il faut redescendre, s'affûter et redescendre pour le jour de la pesée, atteindre le poids de notre catégorie. Donc, il faut faire, moi, moins de 48 kilos ou 48 kilos, mais 0,0. D'accord. Et est-ce que tu peux expliquer, parce que moi je l'ai déjà vu et c'est assez impressionnant, mais comment vous faites au judo et dans les autres sports avec ces catégories pour perdre du poids justement le jour J? Alors, donc, tout ce que je vais dire là n'est pas forcément à prendre pour exemple dans la vie quotidienne. Ok, vous coupez un peu vos oreilles à moitié. C'est-à-dire, c'est très spécifique au Oui, sport, enfin, à catégorie de poids, donc c'est pas pour un régime normal dans la vie quotidienne. oui. Mais donc, nous, en tout cas, moi
et comme un peu la plupart des judokas, on fait d'abord un régime où on essaie de perdre en masse grasse. Donc ça, c'est sur 2-3 semaines avant la compétition, 2 semaines, je vais dire, où on est accompagné par une diététicienne, nutritionniste, pour du coup essayer de perdre en masse grasse et garder la masse musculaire. Donc sur 2 semaines et arrivé à un certain poids, on n'arrive plus à aller en deçà de cette masse grasse. Donc, il faut perdre les derniers grammes, les derniers kilos en perdant de l'eau. Et donc, ça passe par des séances de perte de poids où on va s'habiller couvert, on va aller se courir, ou bien on va faire des bains chauds. Ça se passe surtout dans les 24 heures, maximum 48 heures avant la pesée. Du coup, on réduit notre apport en eau, on réduit bien sûr l'alimentation jusqu'à ce qu'on fasse le poids. La pesée est la veille au soir de la compétition, ce qui nous laisse ensuite la nuit pour récupérer, pour reboire, se réalimenter. Et le matin de la compétition, on a une repesée aléatoire qui nous empêche de dépasser les 5% de reprendre plus de 5% du poids de 48. Ouais, ok, ouais, pour éviter de tricher un petit peu et de faire baisser à la pesée. Ok. Pour éviter de reprendre 5 kilos et donc d'être un peu voilà, au-dessus par rapport aux autres qui ne font pas autant de régime. Et donc, pour être transparent, le poids n'est pas un sujet tabou, puisqu'il y a des sports, je vais citer la gymnastique, puisque c'est un sujet dont je vais parler prochainement sur le podcast, où justement les gens font très attention à leur poids, veulent pas grossir et autres. Vous, c'est plutôt un sujet qui est piloté, entre guillemets. C'est un sujet piloté, oui, mais qui est quand même un peu tabou parce que suivant le nombre de kilos qu'on perd ou la façon dont on les perd, bon, ben, chacun a sa façon de le faire. Et c'est d'autant plus le cas chez les femmes parce qu'on voit des variations chez les femmes. Un garçon qui va reprendre du poids, ça va plus se voir musculairement. Enfin voilà, une fille, des fois, ça se voit plus. Et du coup, des fois, c'est un peu plus compliqué à gérer pour une femme de se voir au poids et de se voir quelques kilos après. Et aussi d'avoir le regard des autres, aussi de subir un peu le regard des autres. La différence de quand on est à 48 et de quand on est à 52, 53, je ne sais pas, ça dépend. Donc, c'est piloté, mais c'est encore des fois compliqué à gérer et c'est normal parce que du coup, on restreint notre corps, après on se lâche et donc ça crée des fois un petit cercle, voilà, un cercle et on essaie de trouver son équilibre dans tout ça. D'accord, oui, donc ça peut déclencher des troubles du comportement alimentaire où on se dit, là, je vais pas manger, etc., pour être sûr de pas dépasser ma catégorie ou autre. Oui, complètement. Complètement. On est complètement. Il y a beaucoup de. Je pense qu'on n'est pas forcément tout à fait, comment dire, objectif sur ça parce qu'on ne le veut pas, mais il y a des troubles du comportement alimentaire. Oui. Mais bon, le principe, c'est que logiquement, il y a du suivi, mais c'est vrai qu'après, on peut aussi l'intérioriser, et c'est un peu compliqué à suivre tout ça. Qu'est-ce qui t'amène, puisqu'on en a parlé dans le portrait chinois, qu'est-ce qui t'amène à tout doucement te rapprocher des gens qui vont aller faire les JO à Tokyo pardon, 2021 et qui t'amène à devenir une possible partenaire, parce que je suppose qu'il y avait plusieurs prétendants et tu as dû peut-être être sélectionné parmi certaines, je ne sais pas. Alors, en fait, ils avaient fait une pré-liste des personnes qui possiblement pouvaient aller être partenaires aux Jeux Olympiques. Et c'était basé sur le fait qu'ils souhaitaient apporter à ces personnes une expérience sur les Jeux Olympiques. Donc, ils ont pris des personnes qui possiblement pouvaient aller au prochain jeu pour leur montrer comment ça se passe les jeux et leur apporter déjà une première expérience. Donc, c'est comme ça que j'ai été présélectionnée. Et par la suite, en fait, ils sont juste venus me demander, voilà, est-ce que ça te dirait, est-ce que t'en as envie? Et bien évidemment, je trouvais ça super. Ce qui était compliqué, bon, d'un côté, c'était d'être la partenaire de ma concurrente, donc des moins de 48. Mais c'est le jeu aussi. Il fallait donc que je sois partenaire de la moins 48 et de la moins 52.
Et la moins 52, Amandine Bouchard, était ma très grande amie, donc je me faisais un plaisir d'être sa partenaire. Quand on vient te voir pour te proposer d'aller aux Jeux Olympiques, même si c'est pour être partenaire, dis-nous vraiment, mais comme tu le ressens, mais c'est quoi les émotions? Parce que tu sais que derrière, comme tu l'as dit, il y a une potentialité de te retrouver toi sur le tatami au JO de Paris 2024. Oui, alors au début j'étais un peu perplexe, je me suis dit, ah mais moi je suis pas une partenaire, enfin c'est un peu l'orgueil enfin l'ego qui est passé devant, non mais je suis pas une partenaire, nanana. Et finalement je me suis dit, non mais quand même c'est une expérience de ouf, faut que tu y ailles, mais mets un peu ton ego de côté, ça va être incroyable. Et j'ai bien fait parce que ça m'a apporté vraiment énormément, je pense que c'était la plus belle expérience de toute ma vie. Et quand on se retrouve dans ce groupe-là, je suppose qu'on est en contact avec tous les judokas et judokates et voire d'autres sportifs. C'est quoi ce qui te reste comme souvenir de cette expérience-là des Jeux Olympiques? C'est l'amitié, la bonne humeur, parce que ben, j'ai trouvé que c'était important qu'on crée des liens. Enfin, moi, je suis très sociable. Mhm. Du coup, j'ai fait en sorte que les athlètes bah, rigolent. Donc, je faisais un peu le clown, j'ai essayé de mettre l'ambiance. Et c'est vrai que c'était vraiment, tout le monde était très heureux. Il y avait une très bonne ambiance parce qu'en fait, on était d'abord en stage avant les Jeux Olympiques à Himeji. Ok. On était enfermés dans un hôtel et on avait une salle à disposition pour s'entraîner. C'était pour s'adapter justement au décalage horaire, prendre ses marques et tout ça. Et donc, on était qu'entre nous. Et le soir, on faisait des réunions, on jouait au baby-foot, au ping-pong, on faisait des débats pour ceux qui voulaient, on jouait au poker. Et je pense que c'est là que tout, comment dire, enfin, l'état d'esprit de l'équipe de France de judo s'est vraiment formé et nous a beaucoup rapprochés. Et ensuite, on est parti au jeu. Et là, c'était encore autre chose parce que la pression commence à arriver, à monter. Et du coup, nous, nos rôles, c'était aussi de détendre un peu l'atmosphère. Voilà, donc c'était vraiment pour moi oui, l'amitié, les relations qui m'ont marqué. Et sur la préparation, tu as des consignes particulières en tant que partenaire parce que bah, le judo, c'est un sport de combat et quand on échauffe la personne, quand on l'entraîne, etc., il peut y avoir quelques prises de risque. Est-ce que tu avais des consignes ou est-ce que bah non, justement tu retiens aucun geste pour faire en sorte que tu prépares au mieux la personne? Ça faisait déjà en fait quelques mois que j'étais la partie. Ils avaient en fait organisé la chose de manière à ce qu'on commence à être sa partenaire un certain nombre de mois avant les Jeux, qu'elle puisse s'habituer au fait qu'on s'entraîne ensemble et si jamais ça se passe mal, qu'elle puisse éventuellement changer. Donc tout l'été, j'avais passé mon temps à entraîner Amandine et donc elle s'était bien habituée à moi et moi aussi. Donc, il n'y avait pas vraiment de consigne. Elle était habituée, j'étais habituée, on se connaissait très bien. Et c'est pour ça que ça s'est très bien passé les jours avant et le jour de la compétition. Ok. Et il y a une particularité sur les JO de Tokyo, c'est qu'il y avait cette compétition par équipe. Moi, personnellement, pour l'avoir suivi, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais l'impression de retrouver un sport collectif qui, à la base, est un sport individuel. Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur? Alors, moi, je suis partie le lendemain de la compétition d'Amandine parce que comme on était en cercle restreint à cause du Covid, ceux qui avaient fini leur mission partaient. Par contre, bien évidemment, j'étais en contact avec tout le monde, j'ai suivi ça de très près et j'ai aussi des retours. Et c'était incroyable parce que c'était la première fois qu'il y avait les Jeux Olympiques par équipe au judo. Ils étaient contre le Japon en finale et on a gagné parce que tout le monde a apporté sa part de, comment dire, Ouais, sa pierre à l'édifice, ouais. voilà, sa pierre à Mhm. l'édifice. Et c'était incroyable, il y avait une ambiance joviale, il n'y avait pas tant de pression que ça. Et surtout, on a retrouvé justement cet esprit d'équipe qu'on avait formé, du coup, les semaines avant, quand on était à Imeji tous ensemble. Donc,
c'était une super expérience pour eux et ça s'est vu de l'extérieur. Voilà, ouais, c'est ça. Nous, en tant que spectateurs, on a vu une énergie énorme que vous aviez construite avant, pendant plusieurs semaines, en étant tous ensemble. Exactement, Et, exactement. et quand Amandine gagne la médaille d'or, c'est quoi les sentiments qui te viennent en premier? Amandine a gagné la médaille d'or en équipe et la médaille d'argent en individuel. Donc en individuel, ça a été une très grande émotion parce que c'est une battante, c'est une personne en or qui a fait beaucoup de sacrifices pour arriver là où elle en est, qui a eu un parcours avec pas mal d'obstacles. Moi, j'adore sa personne, sa personnalité, très généreuse. Donc, quand elle a réussi à... Bon, elle avait bien sûr la grande déception de ne pas avoir gagné la finale, mais qui était contre une fille extrêmement forte, et donc ça s'est joué à très peu. Mais elle avait quand même sa médaille olympique, et on était émus, on pleurait de joie, de satisfaction, on soufflait, quoi. Donc, c'était extraordinaire. Et pour boucler la boucle entre guillemets sur le sport, et après on parlera de tes études, parce que pour moi ça c'est important, et on terminera bien sûr par le sport, ça va de soi. En décembre 2021, il y a les étoiles du sport. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de récompense et de mise en avant des sportifs, et notamment des étoiles, hein, donc des étoiles montantes, c'est-à-dire des jeunes aussi, hein, si tu me dis si je me trompe. Et en décembre 2021, elle est ta marraine et elle te met en avant, et tu as eu un prix, tu as eu une étoile du sport. C'est ça, c'est à peu près ça. En fait, chaque année, les étoiles du sport, c'est fait pour regrouper tous les sportifs qui ont été performants et Mhm. la nouvelle génération, les anciennes générations, pour essayer justement de créer une équipe de France plus globale, on va dire, où tout le monde se rencontre, tout le monde échange, tout le monde partage. Et parmi donc ces sportifs, il y a 20 parrains marraines qui sont sélectionnés de tous sports confondus. Il y a 10 sports, enfin à peu près, et 10 sports sportifs normaux. Donc il y a un représentant par sport. Et cette année, c'était donc Amandine qui représentait le judo. Et donc, elle m'a dit, bah, Blandine, j'aimerais que tu sois mon espoir, hein, hein. Et donc, chaque parrain marraine sélectionne, ou, enfin, prend un espoir avec lui. Et il y a une compétition qui se fait entre parrain, marraine et espoir pour élire, du coup, une étoile du sport par an. Et donc, il y a une compétition sportive et il y a aussi la minute pour convaincre, je crois que ça s'appelle. C'est le concours d'éloquence, on va dire. Et donc, les deux ensemble, ils font un classement général et après, il y a une personne qui est élue. Et cette année, ben, j'ai eu la chance que ce soit moi. Et donc, c'était super parce que du coup, ça te permet de rentrer donc, au sein de la Française des Jeux, la Factory, qui va t'aider à poursuivre ton projet sportif, qui va t'aider aussi dans ton double projet si tu en as un, financièrement, humainement. Et c'est génial, ça permet aussi d'avoir de la visibilité pour nous, les jeunes qui ne sommes pas forcément encore, euh, comment dire, à un très haut niveau, donc, enfin, qui sommes à un très haut niveau, mais qui sommes au début de notre carrière. Donc, ouais, c'est un coup de boost. Et donc ce coup de boost, il est bienvenu, puisque si, on va le dire maintenant, parce qu'on en a parlé au début rapidement, mais moi, ce qui a fait aussi que j'ai eu envie que tu viennes sur le podcast, c'est que quand j'ai découvert que tu étais sportif de haut niveau et qu'en plus tu faisais des études de chirurgie dentaire, je me suis dit, mais waouh, c'est pas possible, tout en un. Et comment tu fais justement? Explique-nous, parce que enfin, moi, je suis hyper curieux de savoir comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir que dans le sport de haut niveau, en tout cas, les hautes études n'ont pas forcément leur place Mhm. et même les études en général, c'est assez compliqué. Je vais un peu développer après. Mhm. Et dans les études, le sport de haut niveau n'a pas encore sa place. Le système français n'est pas encore bien adapté au double projet. Donc, au départ, quand j'ai exposé l'idée que je voulais faire médecine et médecine dentaire, enfin médecine plus généralement, et être en équipe de France de judo, on m'a dit bah non, ça sera pas possible, tu peux pas faire ça, donc il faut que tu choisisses autre chose. J'ai dit ben c'est pas grave, je vais essayer quand même parce que je suis quelqu'un qui préfère essayer et rater
que ne jamais essayer. Voilà, je pense que la vie, c'est important d'essayer et pas que de... Enfin voilà, que même si dans la vie, il y a des échecs, il y en aura forcément. Le tout, c'est de ne pas avoir de regrets. Il y a un dicton qui dit il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ben, c'est la vérité parce que les remords, c'est quand on fait quelque chose qu'on aurait peut-être pas dû faire. Et finalement, les regrets, c'est quand on regrette de ne pas avoir fait quelque chose. Et ça prend tout son sens ici. Et du coup, au quotidien, donc j'ai commencé à faire, médecine par l'intermédiaire d'Alterpaces. La première année de médecine, je l'ai faite en 3 ans, en fait. J'ai eu une sorte de passerelle, mais pas du tout adaptée aux sportifs de haut niveau. C'était juste un nouveau système qu'ils essayaient de mettre en place pour que le système soit moins électif. Oui, ça évite que ce soit trop éliminatoire, quoi, entre guillemets. Donc, c'est comme ça que donc c'était 3 ans de licence. Il fallait être dans les meilleurs de ma licence. Il fallait passer les modules de médecine que j'avais pas en équivalence dans ma licence toute seule. Il fallait faire un oral en fin des 3 années pour savoir quelles étaient mes motivations devant 15 dentistes, médecins, professeurs. Et donc, j'avais le choix entre médecine et dentaire et j'ai pris dentaire parce que ça regroupait beaucoup d'aspects que j'aimais. Le fait qu'il y ait de la pratique, le fait que ça soit très manuel. J'avais fait un stage d'observation, donc j'avais pu savoir un peu ce que c'était la profession, le fait qu'on soit auprès des gens, qu'on aide les gens à notre échelle. Tout ça, c'était le fait qu'on doive réfléchir, qu'on doive se servir de son cerveau pour comprendre, pour faire des plans de traitement, tout ça, ça m'a directement parlé, donc c'est pour ça que j'ai choisi dentaire. Et quand tu es face à ces dentistes, dans cet oral et ces médecins, est-ce que tu parles du fait que tu es sportif de haut niveau ou est-ce que tu le caches pour éviter justement que certains disent non, elle ne pourra pas y arriver? Non, je l'ai dit parce qu'il te demande, en fait, la consigne, c'était de parler de son parcours pendant, je crois, 10 minutes. Donc, il fallait bien faire des choses. Et naturellement, j'ai été obligée de parler de ce que je faisais à côté pour expliquer quelles étaient mes motivations profondes, que si j'avais pas eu de motivation profonde, je ne serais jamais arrivée là parce que c'était tellement difficile que j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Et donc après, ils m'ont posé des questions sur tout ça et finalement ça m'a plutôt bien réussi parce qu'ils m'ont accepté. Voilà. Top, top, c'est bien. Du moment que ça casse un peu les codes un peu anciens. Et donc là, tes études, des études de dentiste, ça demande combien d'années, dis-moi, si tu le fais en cursus normal? Alors, en cursus normal, il y a la première année de médecine, plus, donc on peut doubler, plus 5 années de pratique. D'accord, Donc, ça fait 6 ans, d'accord, si je ne ok. me trompe pas. Et toi, tu vas le faire en combien d'années? Et donc, moi, j'ai fait 3 ans de licence qui équivaut à une année de médecine, puis je suis rentrée en dentaire. J'ai fait les années précliniques, la deuxième et la troisième année en un an. Je n'ai pas dédoublé. Euh, donc, ça fait 5 ans. Là, j'ai fait ma quatrième année, ça fait 6 ans. Ensuite, je double ma quatrième année, donc j'ai une deuxième quatrième année. J'ai deux cinquième années et deux sixième années. Donc, il me reste 5 ans. Waouh. Enfin, franchement, je dis bravo. Ça fera 11. Je double parce qu'il y a les Jeux Olympiques dans 2 ans Oui. et que j'ai envie de me laisser la chance de pouvoir y arriver enfin, ne pas regretter de ne pas avoir pris le temps avoir pris plus de temps pour le judo, pour me reposer, pour être en forme parce que c'est déjà assez dur comme ça. Donc, j'avais envie de me laisser une vraie chance. Voilà. D'accord. Une question totalement au hasard. Est-ce que tu vis un peu de la jalousie de la part des autres étudiants en disant oh, elle fait pas tout ou non, ils sont bien conscients que justement toi tu fais le double d'eux. Ah, des fois, Ah, au début, quand ils me connaissent pas, c'est vrai qu'ils disent ah, mais comment ça se fait? Parce que du coup, par semaine, là, on travaille à l'hôpital et on doit faire 2 jours de clinique par semaine, plein, plus les cours, plus les travaux pratiques. Donc, ça fait des semaines très chargées. Ça, c'est une année normale. Bien évidemment, moi, 2 jours par semaine, c'était pas possible. Donc, je fais un jour par semaine, mais sur 2 ans. Et du coup, je rate qu'un entraînement le matin parce que le soir, je peux aller à l'entraînement. Du coup, je fais ça sur 2 ans. Mais au départ, ils disent, ah, mais comment ça se fait qu'elle, elle fait qu'un jour par semaine et nous, on en fait deux?
Et donc, du coup, après, je leur ai expliqué que moi, je le faisais sur 2 ans. Donc, que eux, quand ils passeraient en 5e année, moi, je serais encore en 4e année. Et ça les a un peu rassurés, quoi. Ils se sont dit, ah bon, finalement, ça va, c'est assez juste. Donc, voilà, mais bon, ça va. Et finalement, une fois qu'ils me connaissent et tout, ils n'ont pas de problème, ils sont cool. Moi, je dirais même qu'ils pourraient être admiratifs plus que jaloux, mais bon, ça, voilà, c'est autre chose. Une fois qu'ils connaissent. Et avant de parler de Paris 2024, puisque c'est ton objectif et ton ambition, moi, j'ai vu aussi que tu faisais du bénévolat. Donc, t'en as jamais assez, tu dors pas. Alors, je fais plein de trucs à côté. Le bénévolat, c'était dans le cadre on va dire, du mélange de ma profession et du sport. Je suis allée à l'UNICEF faire des interventions surtout au judo pour essayer de prévenir justement des problèmes liés à la santé bucco-dentaire ou des problèmes liés à des traumatismes. Comme nous dans les sports de combat, donc inciter les sportifs à mettre un protège-dents. Par exemple, dans le judo, nous, on n'a pas encore le protège-dents, donc c'est les sensibiliser à ça. Et du coup, aussi, les prendre en amont les problèmes dentaires, essayer de leur apprendre aussi à se brosser les dents, ce qui n'est pas forcément inné chez tout le monde. Enfin, ça s'apprend, c'est comme tout. Et du coup, j'ai fait ça, quelques missions à l'INSEP. Et d'ailleurs, j'ai envie de continuer, mais dans d'autres sports. Donc après, ça dépend des emplois du temps des pôles et de l'emploi du temps, de mon emploi du temps. Mais c'était super, c'était assez, comment dire, stimulant et c'est toujours bien de partager comme ça, surtout que c'était dans le judo plus précisément, donc c'était intéressant. Et sinon, à côté, j'essaie aussi je vais lancer justement une association qui s'appellera Tête et Sport pour essayer de faire bouger un peu les choses dans le monde universitaire. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont mises en place pour les sportifs, mais plutôt dans les écoles privées, parce que comme on paye, forcément, il y a des aménagements possibles. Mais dans le monde universitaire, c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui sont faites pour que le sportif puisse faire son double projet de manière assez sereine. Et les 4 points, ça serait de faire en sorte que les cours soient en vidéo à 100%, en tout cas les cours magistraux, que le sportif puisse les suivre à distance, qu'il puisse rattraper les examens s'il les rate et qu'il ne redouble pas une année parce qu'il a raté un examen à cause d'une compétition, qu'il puisse avoir un tuteur à qui parler et qui divulgue en fait les informations sur son emploi du temps. Par exemple, s'il rate un TD, qu'il ne prenne pas 0 parce que ça n'a pas été compris par le professeur. Donc ça, c'est les 3 principales. Je crois que c'est tout. J'en avais une 4e. Bon, ça me reviendra. Mais en tout cas, ça serait pour essayer de faire un peu évoluer les choses dans le monde universitaire, que les sportifs aient accès à des formations comme personnes lambda et qu'ils puissent les suivre dans des conditions acceptables, qu'ils ne soient pas épuisés de faire les allers-retours, parce que c'est ça qui épuise le plus, c'est de faire les allers-retours en plus de nos entraînements. Puis voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc je l'ai créé là pendant l'été, mais ça commence, enfin, je vais poursuivre ça dans les mois à venir. Je ne me mets pas trop de pression parce que, comme tu dis, j'ai un emploi du temps assez serré. Et donc, Blandine, je te le dis voilà, à l'antenne, comme on dit, mais t'hésites pas, dès que tu as lancé le truc et autres, et que tu veux faire un petit peu de communication autour de ton association, t'es la bienvenue, parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai lancé ce podcast. C'est que je me rendais bien compte que moi, quand je voyais les sportifs de haut niveau, et donc je dis bien pas ceux qui en vivent très bien avec des millions, mais ceux qui montent sur les podiums et nous font presque verser l'alarme, en tout cas moi c'est mon cas de temps en temps. Je savais très bien que ces personnes-là, pour y arriver, elles en avaient, et on va pas dire le mot, bavé, voilà, pour dire un autre mot, et en plus elles gagnent pas des 1000 et des 100. C'est l'exemple de Mehdi Ellis qui est venu sur le podcast, c'est l'exemple de Jade aussi qui est venue sur le podcast, une cycliste, et Elodie qui a fait aussi les JO en aviron. Bref, tu as la porte grande ouverte, et je voulais faire une autre parenthèse par rapport à ce que tu as dit sur le bénévolat sur les dents. Moi aussi, je fais un peu de course à pied, mais alors vraiment en monde amateur, hein, mais voilà, je m'étais dit, tiens, je vais me lancer un semi-marathon ou un marathon, et j'ai pris un petit livre comme ça qui traînait. Le premier conseil qui avait été donné, c'était aller chez votre dentiste. Vraiment, parce que l'hygiène bucco-dentaire, elle est hyper importante et elle régule beaucoup de choses dans le corps. Donc, bravo pour ce que tu as fait. C'est lié complètement
au bon fonctionnement du corps. Donc, quand on a un problème, puis des fois, avant une compétition, on va avoir une rage dedans, c'est quand même embêtant de rater sa compétition ou les Jeux Olympiques parce que on n'a pas assez mesuré l'importance de ça. Et du coup, la dernière chose que je fais à côté et que j'aimerais faire, c'est je vais lancer sûrement bientôt ma marque de tapis d'intérieur, donc que je ferai moi-même. Donc, parce que j'adore tout ce qui est art. En fait, je peins à la base, mais c'est trop long de peindre. Et du coup, j'avais envie de sortir un peu de mon cadre uniquement pro et sportif. Et du coup, je me lance dans ma marque de tapis. Donc, prochainement, si vous en entendrez peut-être parler sur les réseaux. Voilà. Tu pourras aussi sur le podcast venir, t'as pas de problème, la porte elle est grande ouverte. Après, tu nous diras aussi quand est-ce que tu dors, mais ça, c'est un autre. C'est un autre point. Maintenant, on va terminer le podcast par cette partie. Tiens, juste avant de partir sur la partie Paris 2024, est-ce que tu peux juste nous dire, parce que pour moi c'est un sujet important et qui est souvent tabou, aujourd'hui, combien tu gagnes en étant sportif de haut niveau? Est-ce que, alors tu n'es pas obligé de donner toutes les sommes, mais est-ce que tu as juste une petite prime quand tu gagnes un tournoi? Est-ce que tu as une aide de l'État? Est-ce que tu n'as rien du tout? Est-ce que tu as juste maintenant la FDJ et c'est déjà énorme qui t'aide? Enfin, explique-nous, donne-nous juste un petit aperçu de ça parce que je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour les gens et ils ne se rendent pas compte. Alors, dans le judo, il faut savoir que avant un certain niveau, on est très peu rémunéré, c'est-à-dire donc on est dans des clubs de judo donc, qui nous rémunèrent, on est salarié ou autre, enfin ça dépend des conventions que les clubs ont. Mais en tout cas, c'est les clubs qui nous rémunèrent à la base, mais c'est en fonction des résultats. Donc, si on est à un niveau où on s'entraîne tous les jours, mais que malheureusement, on n'a pas encore un niveau international, on gagne très peu sa vie. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui doivent travailler à côté parce qu'ils doivent payer leur appartement, parce qu'ils doivent vivre, en fait, tout simplement. Donc, qui s'entraînent, qui travaillent, qui étudient. Et c'est des rythmes très, très soutenus. Et du coup, ça, c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où on travaille, on est fatigué, on va s'entraîner, on est fatigué, on arrive en compétition, on est fatigué, donc on n'a pas le résultat espéré, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que tant qu'on n'est pas à un bon niveau dans le judo, c'est compliqué, il faut le dire. Maintenant, moi, j'ai commencé à faire des belles performances cette année. Jusqu'à cette année, je ne gagnais pas très bien. J'étais juste. Enfin, je ne gagnais pas très bien. Je gagnais suffisamment pour me payer l'appartement, rentrer chez moi dans le sud et avoir quelques petits à côté, mais du coup, pas pouvoir économiser. Donc maintenant, j'ai la chance d'avoir donc un salaire du club qui évolue en fonction des résultats. Il y a aussi, donc, comme là, la FDJ m'accompagne, ça peut être sous forme de sponsor ou sous forme de mécène. Donc ça, c'est en fonction aussi des résultats. Si on a plus de résultats, forcément, il y a plus de sponsors ou de mécènes qui vont s'intéresser à nous. Ça va de soi. Et ensuite, il y a une partie aussi sur il y a le CNOSF, le comité olympique, qui nous aide financièrement et une petite bourse, je crois, tous les trimestres ou tous les 6 mois. Enfin, ça dépend des années. Et nous, au judo, sur les grands chelem et les grands prix, donc les compétitions de plus haut niveau et les championnats officiels, le podium a une sorte de prime. Par exemple, si on fait troisième sur un grand chelem, je crois qu'on a 1 500 euros, 1 500 $. Jamais des sommes énormes et souvent ces sommes, dis-moi si je me trompe, mais elles sont réinvesties dans un stage que vous allez faire, des déplacements, du matériel. Enfin, c'est des sommes qui sont là pour vous permettre de vivre votre activité entre guillemets, pas de vous mettre de l'argent de côté pour pouvoir vous acheter des grosses voitures. Des fois, ça va nous permettre de payer, par exemple, notre, enfin, comment dire, notre à côté à nos sports, Ouais. le psychologue, la nutritionniste, le préparateur physique en plus, les petits trucs comme ça, l'équipement, enfin voilà.
Et des fois, quand tout est payé, ça peut nous rajouter un plus sur notre paye et on peut dans ce cas le mettre de côté. Mais c'est vrai que ça sort jamais, enfin, c'est jamais trop énorme. Et encore, je dis encore une fois, au judo, je trouve qu'on est bien loti par rapport à d'autres sports où c'est un peu plus compliqué. Ouais, il y a Teddy Riner qui sort du lot avec le fait, et lui aussi pareil, hein, pour bien gagner sa vie, il fait des pubs, hein, parce que sinon il gagnerait pas, et puis il utilise sa notoriété, et je ferais pareil à sa place. Donc c'est juste pour dire qu'il y a une ou deux personnes qui sortent la tête de l'eau, et puis les autres, bah, c'est pour ça d'ailleurs que tu fais ces études-là. Et donc, pour terminer, la vision Paris 2024, c'est quoi les prochaines échéances, et il y a quoi dans ta tête par rapport à Paris 2024 ? Donc là, on a 2 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l'instant, en France, donc on est à peu près 4 filles à potentiellement pouvoir aller aux Jeux Olympiques dans ma catégorie de poids. Mais il n'y en a qu'une qui partira. C'est la difficulté de notre sport, c'est qu'il n'y en a qu'une qui part. Je suis donc dans ces filles-là et l'objectif des 2 ans à venir, c'est donc de faire ma place en tant que numéro 1 française et donc en tant que numéro 1 mondiale. Et ça se construit progressivement par des étapes intermédiaires. Et donc l'objectif, c'est d'ici à 2 ans de me sélectionner au jeu et bien sûr d'y performer. Mais encore une fois, il y a des étapes intermédiaires. Il y a une concurrence qui est très élevée en France, donc voilà, ça va être une belle, un bel objectif, une belle course au jeu et voilà, j'ai hâte, quoi. J'ai hâte. Ok, et écoute, on te suivra énormément et puis moi j'hésiterai pas à relayer tout ce que tu viens de dire, etc., tout ce que tu essayes de mettre en place, parce que comme tu l'as dit, ton association c'est surtout pour l'avenir, pour les futurs, mais si on veut développer le sport en France, et notamment ces sports qui sont pas bankable et qui font gagner beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait des actions, et celle dont tu as parlé, elle est hyper importante. Écoute, merci vraiment d'avoir participé au podcast, d'avoir été aussi transparente, de m'avoir fait partager ta bonne humeur et toutes les activités que tu fais. Je dis waouh. J'avais une dernière question et il est sympa, Teddy. Non, je plaisante, ne réponds surtout pas. Ou alors réponds si tu as envie de répondre, mais voilà. Voilà, c'était une petite plaisanterie, mais voilà, je voulais vraiment te remercier parce que tu as un emploi du temps de malade, et le fait de m'avoir accordé du temps pour pouvoir enregistrer cet épisode, c'est top. Et voilà, nous on va te suivre vraiment, on va faire en sorte de te pousser. Tiens, un dernier point. Est-ce que si une entreprise t'entend, si je sais pas, quelqu'un qui a de l'argent qui veut t'aider, est-ce que les gens peuvent le faire ? Oui, bien sûr, j'ai pas de sponsor à l'heure actuelle officiel. Donc, si l'envie prend à une entreprise ou quelqu'un d'avoir de la générosité, ben, ça sera avec plaisir. Voilà. Eh bien, écoute, je relayerai ce message. Voilà. Ouais. En tout cas, merci à toi aussi, Frédéric, pour m'avoir fait parler sur ton podcast. C'est toujours sympa de pouvoir aussi se présenter et montrer un peu tout ce qu'on fait. Donc, merci beaucoup. Merci, et puis très très bonne continuation à toi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.